Voilà, bienvenue à tous à cette nouvelle rencontre de transmutation. Merci beaucoup à vous quatre de nous rejoindre. Bienvenue à Agnès Sinaï, qui est journaliste environnementale et qui a été oratrice à Transmutation en 2019. Elle a un master de droit international de l'environnement et aussi un diplôme de maraîchage en permaculture et traction animale. Elle est fondatrice de l'Institut Momentum, auteure de trois ouvrages sur la politique de l'Anthropocène, et c'est intéressant comme déjà les titres, voilà, un exemple d'un ouvrage, Penser la décroissance, économie de la précroissance et gouverner la décroissance. Et enfin, elle est professeure à Sciences Po, hein, où tu enseignes la politique de l'environnement. Frédéric Laloux, il a été orateur à Transmutation en 2014, hein, il est consultant et auteur du livre qui a été vendu à plus de 600 000 exemplaires, Reinventing Organization. Hein. Il a été consultant chez McKinsey, aujourd'hui il est coach auprès de dirigeants, et après 3 ans de recherche parmi des entreprises et associations pionnières de secteurs divers, hein, tu as été témoin d'un développement d'un nouveau paradigme, hein, et tu as écrit ce livre qui est considéré par beaucoup comme le livre de management le plus influent de cette décennie, et qui a inspiré des milliers d'organisations dans le monde entier et a fait un saut radical pour adopter un ensemble de nouveaux principes de pratiques de gestion. Il y en a qui disent même que c'est une révolution spirituelle sur le lieu du travail qui se concentre sur la manière de transformer une organisation désillusionnée et une organisation éclairée. Tu démontres que chaque fois que l'humanité est passée à un nouveau stade de conscience dans le passé, elle a inventé de nouvelles façons de se structurer et de gérer les organisations. Je pense que le livre est d'actualité. Maintenant que tout le monde a été mis en télétravail et en confinement, il y a beaucoup de questions qui se posent dans les organisations et on en reparlera. Aurélien Barraud, je ne sais pas s'il faut encore te présenter, astrophysicien, hein, qui a été prévu pour être orateur cette année, qui est docteur en astrophysique et en philosophie, spécialisé en relativité générale et physique des trous noirs et de la cosmologie, lauréat de nombreux prix scientifiques, astrophysicien au CNRS et professeur à l'Université de Grenoble, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et on a surtout vu ton engagement écologique à l'occasion de l'appel lancé avec Juliette Binoche dans Le Monde en 2018 et signé par 200 personnalités suite à la démission de Nicolas Hulot. Et tu as précisé à ce moment-là que tu es astrophysicien et pas écologue et que c'est en tant qu'habitant de la Terre et membre de la tribu des vivants que tu tentes ce cri d'alerte. Et tu as publié Le plus grand défi de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale. Et enfin, Gaëtan Séni, tu es membre de Transmutation, dirigeant d'entreprise et consultant juridique spécialisé en droit des sociétés. En 2017, tu as cofondé à Froidefontaine une ferme de vie qui est un modèle au service des agriculteurs et des autres entrepreneurs ruraux. Ton objectif, c'est de mettre en place un environnement favorable à leur développement à travers des outils innovants pour l'accès à la terre, la recherche de financement et la mutualisation des services. Voilà, bienvenue à tous et je vous propose de démarrer avec une première réflexion sur ce que révèle la crise du coronavirus sur nos fragilités et les faiblesses de nos systèmes, de nos modèles et notamment de nos systèmes de pensée. Annie, je te propose peut-être de démarrer cette réflexion. Eh bien, vaste question. Cette crise, d'abord, nous met en relation avec la mort, même si celle-ci est escamotée dans les hôpitaux, elle est présente à travers cette épidémie et d'une certaine manière, elle nous ramène à notre condition d'espèce vivante, espèce parmi d'autres. Et avec cette affaire de pangolin et d'hypothèse d'un épicentre à Wuhan dans ce marché aux animaux sauvages qui sont pourtant protégés par une convention internationale, on se rend compte que les barrières de contamination entre espèces sont brouillées par les interactions liées à la grande accélération de la globalisation et des flux de déplacement humain et de marchandises. Et bref,
nous voici ramenés à la fragilité de notre condition et aussi peut-être à notre omniprésence dévastatrice sur cette planète à travers cette image de ce pauvre pangolin qu'on a enfermé, encagé, qu'on a chassé de son habitat et qui est une métaphore finalement d'un certain rapport au monde que nos sociétés industrielles entretiennent et qui est un rapport qui escamote la mort et en même temps qui organise un désastre écologique tout en étant hors sol, hein, puisque nos modes de vie très technologiques, basés sur des flux invisibilisés, détachent nos actes de leurs conséquences. Hein. Nous n'avons que très peu conscience des rétroactions que nos modes de vie entraînent. Hein. Pourtant, on en a un signal fort à travers le dérèglement climatique. Et l'histoire de cette épidémie, c'est aussi, à mon sens, une forme de rétroaction, de réponse, de signal que nous renvoie ce virus quant à nos manières d'habiter le monde, qui pose donc deux questions finalement, la question des limites, la question des limites à la mobilité des êtres humains, des marchandises, à la promiscuité de l'espèce humaine vis-à-vis d'autres espèces vivantes, des limites de l'exploitation de la planète, et puis la question de l'essentiel. Qu'est-ce qui nous a permis de survivre pendant ces 2 mois de confinement? Quelles activités humaines nous ont permis de subsister? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui de soigner, de réparer, de chérir? Et ça va de nos personnels soignants, de nos infirmières, des aides-soignantes qui sont sous-rémunérées, jusqu'aux livreurs, jusqu'aux facteurs, jusqu'à finalement des métiers fondamentaux qui sont peu reconnus par la société. Et puis aussi, l'essentiel, c'est de vivre dans un monde habitable, respirable, et donc de maintenir les conditions d'habitabilité de cette planète. Ok, merci beaucoup. Frédéric, toi, spécialiste des organisations, des nouvelles organisations, en quoi ça révèle la fragilité de notre système? Écoute, je vais répondre un peu sur un autre terrain avec une réflexion qui, à un moment donné, m'est venue et qui m'a marqué. On pense que le coronavirus tue à peu près 1% des humains qui touchent. Alors, ce nombre est débattu, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Et à un moment donné, m'est venue la réflexion que quand on regarde, nous tuons à peu près chaque année 1% de tout ce que nous touchons. Hein, il y a toutes sortes d'études qui montrent que 60, 70, 70% des insectes ont disparu en 30 ans. Donc là, on est plutôt à 2%. 30% des oiseaux ont disparu en 30 ans. 50% de tous les vertébrés ont disparu en 50 ans. Tout autour de ces 1%, évidemment, les barrières coraux disparaissent, les forêts disparaissent à peu près à cet ordre de grandeur-là. Et donc, tout d'un coup, m'est venue cette réflexion de se dire, mais quelque part, nous sommes un peu le Covid du monde naturel. Sauf que, espérons-le, on trouvera un vaccin ou on trouvera un médicament où finalement cette maladie va s'épuiser. On aura probablement eu une vague ou deux. Mais nous sommes cette vague récurrente. Et de se dire, voilà, nous grignotons chaque année. Et donc, tous nos systèmes autour de nous deviennent de plus en plus fragiles. Et à un moment donné, ça va nous toucher, nous. Et la question, c'est est-ce qu'on va se réveiller avant que ça nous touche, nous. Voilà, cette réflexion-là ne me lâche pas. Me dire que nous tuons 1% de tout ce que nous touchons chaque année. Il y a quelque chose là qui est presque incompréhensible, qui va au-delà de l'image que nous avons de nous-mêmes. Aurélien? Oui, c'est une belle réflexion, je trouve, très, très juste et très profonde qui vient d'être faite. Plusieurs petits éléments. D'abord, cette crise est grave
Mais il y a aussi quelque chose d'indécent, notre manière de paniquer en quelque sorte, parce que finalement, ramener à ce qui touche l'ensemble des vivants et même l'ensemble des humains, ça relève quand même, soyons honnêtes, d'une sorte d'épiphénomène. Ça ne signifie pas que c'est dérisoire, mais ça signifie que peut-être il faut aussi que nous travaillions à notre hiérarchisation de l'information et du ressenti. Alors, comme Agnès l'a rappelé, c'est vrai que ça révèle le problème de la dévastation des espaces naturels qui, tendanciellement, va favoriser l'existence et la recrudescence de pandémies. Mais je crois que ce qui est plus grave encore, c'est que ce qui s'est révélé dans la réaction politique essentiellement à la crise, c'est quand même cette prééminence de la culture de la gestion, de cette terrifiante mainmise de l'administration, en quelque sorte, qui n'a pas permis de mettre en œuvre un certain nombre de réactions élémentaires, de bon sens, triviales, évidentes. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement grave et qui nie en quelque sorte l'impulse comme ça fondamental de ce qui devrait constituer le vivant et la réaction du vivant face au danger. Je crois que ça dit quelque chose en fait de très profond. En réalité, on se rend compte qu'un grand nombre d'actions qui ont été menées n'avaient pas réellement pour but de protéger la population, mais avaient pour but de protéger celui qui les menait contre les réactions possibles de la population. Et ça, c'est une sorte de gangrène qui nous ronge déjà depuis bien longtemps. Et puis, plus grave encore, la crise étant installée, on voit qu'un grand nombre de réactions sont non seulement insuffisantes, mais sont en réalité exactement dans le sens opposé de celui qui serait nécessaire. On voit par exemple le patronat, un grand nombre d'élus libéraux demander aujourd'hui une augmentation rapide du temps de travail pour compenser le temps perdu, demander des moratoires sur les règles environnementales qui étaient pourtant déjà dérisoires. Et là, on se rend compte qu'après, ça pourrait être en réalité bien pire que ça ne l'était avant, même si on peinait à l'imaginer il y a quelques mois, quelques semaines. Moi, je suis éberlué devant ce mélange à la fois de bêtise et de naïveté criminelle, pourrait-on dire, qui est notre incapacité à la remise en cause. Ça, c'est quand même très occidental. Je vais conclure mon introduction là-dessus. L'Occident moderne a créé les 2 guerres mondiales, a réduit en esclavage une bonne partie de la population mondiale, a décimé une grande partie des êtres vivants sur cette planète, mais demeure droit dans ses bottes de donneur de leçons, incapable de la remise en cause la plus élémentaire, même au sein d'une métacrise. Ça en dit long et ça n'augure pas d'un avenir très radieux. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je partage assez bien les constats d'Aurélien et je crois que la manière dont on traite cette crise du virus, elle révèle aussi donc ce rapport de force dans lequel tout équilibre entre les pouvoirs a disparu. On entend des intellectuels partout qui insistent sur l'importance de se ressortir de cette crise par une relance qui soit à la fois sociale et environnementale avant tout. Et cependant, on constate que la plupart des décisions économiques et politiques ne vont absolument pas dans le sens de la protection des citoyens, de leur situation, ni des règlements écologiques. Alors, c'est souvent justifié par des arguments tenant au fait que, de toute façon, l'attitude en cavalier seul n'a aucune espèce d'influence, l'impact de l'Europe par rapport au reste du monde est tout à fait négligeable. N'empêche qu'à chaque fois, c'est l'excuse qui est utilisée pour justifier un manque d'action. Et donc, mon impression, c'est que c'est quelque part le virus qui va décider. Alors, soit on arrive à le maîtriser, alors c'est le virus, mais c'est aussi d'autres pandémies futures ou bien d'autres virus en tout genre. Mais donc, soit on arrive à le maîtriser, à mettre fin à l'incertitude, soit en développant un vaccin, soit en ayant des tests qui sont suffisamment efficaces. Et à ce moment-là, quelque part, il semble que tout nous pousse vers une relance économique pure avec un effet rebond dévastateur et qui ne promet pas grand-chose de bon. Soit l'incertitude demeure, donc le virus, on ne parvient pas à le maîtriser totalement. Et à ce moment-là, quelque part, je crois que ça pourrait bousculer la manière dont on réfléchit à la stratégie, à nos stratégies de fonctionnement. Est-ce que si cette incertitude demeure, on va toujours considérer qu'il est stratégique de sauver des compagnies aériennes
est-ce qu'on va considérer qu'il est stratégique de continuer à encourager le tourisme de masse qui permet à de nombreux pays de renflouer leurs caisses? Voilà, je crois que c'est là que le virus il révèle une de nos fragilités. C'est quelque part lui qui va décider. Si jamais il reste présent, eh bien, on sera bien forcé de se soumettre à de nouveaux mécanismes. On lance peut-être la prochaine question, Gaëtan. Oui, alors, bon, au regard de tout ce que vous avez dit, chacun, hein, on a compris que alors, ce virus, qu'on parle de crise ou qu'on ne parle pas de crise, parce que, comme le disait Aurélien, parler de crise, c'est un petit peu indécent quand on compare ça à la situation qui est présente dans de nombreux pays où là, il est souvent réellement en question de guerre. Donc, qu'il s'agisse d'une crise ou pas, en tout cas, c'est un indicateur puissant de plusieurs choses. Agnès a souligné l'importance des métiers souvent méprisés, tels que les instituteurs, les soignants, les paysans, et j'en passe. Alors, suivant la formule d'Alain Damasio, les premiers de corvée sont peut-être plus utiles que les de cordée. Deuxièmement, elle révèle aussi une fragilité de nos fonctionnements, hein, vous l'avez tous souligné, mais à la fois, elle souligne aussi une force qu'on avait oubliée. La crise nous a permis de comprendre collectivement que notre monde est construit et non donné. La doctrine TINA, hein, There is no alternative, est devenue caduque. Le virus a réussi ce qu'aucune lutte écologique ou aucune lutte sociale n'avait réussi depuis bien longtemps, stopper l'économie pendant 3 mois. Aurélien, tu nous dis que le virus aura au moins eu l'avantage de nous pousser au sérieux. Alors la croissance verte même, ou le réalisme économique, tu nous dis que ça n'est pas sérieux. Oui, enfin, je pense qu'il devrait nous pousser au sérieux, c'est un vœu pieux, puisque à ce stade, ceux qui sont en état de prendre des décisions, je trouve, se comportent comme des sales gamins. C'est-à-dire qu'il est naturel d'avoir évidemment un certain nombre de visions et d'analyses différentes ou divergentes, à la fois sur l'état du monde et sur l'état souhaitable futur de la planète. Mais là, on se rend compte que ce n'est même plus la question, en fait. Ce n'est pas une idéologie contre une autre. C'est simplement une incompréhension radicale, très élémentaire des processus en œuvre qui semble dicter aujourd'hui un grand nombre de postures politiques et économiques de gens qui, littéralement, même du point de vue égoïste de leur propre intérêt, sont en train d'aller tout droit vers le suicide. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Pour reprendre l'exemple que tu donnes de la croissance, je trouve que c'est tout à fait emblématique, en fait. La définition même de la croissance, Jean Covici le rappelle très bien, par les économistes contemporains, est non seulement éthiquement gravissime, mais elle est scientifiquement débile. Il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on considère que le capital de départ n'a aucune valeur. C'est ça, c'est comme ça qu'on compte la croissance en économie. Autrement dit, si je viens chez toi, je saccage ton appartement et avec le bois récupéré, je fais un petit objet, un petit jouet comme ça que je vais vendre 5 €. Avec la vision actuelle, j'appelle ça de la croissance. Parce que je considère que ton appartement n'a aucune valeur et que seul le petit jouet que j'ai construit a une valeur économique. Mais en réalité, ce n'est pas de la croissance, puisque je viens de détruire ton habitat. Et c'est comme ça aujourd'hui que les économistes comptent. Et c'est tout à fait fascinant de voir le niveau d'amateurisme intellectuel qui aujourd'hui nervure à la fois nos indicateurs et nos projections. Donc en effet, je crois qu'il est temps d'être un peu sérieux, mais si on est un peu honnête, je n'ai pas du tout l'impression que ceci est en train d'avoir lieu. Le sérieux, Agnès, est-ce qu'il nous engage aussi à conclure de ce Covid que nos modes de fonctionnement manquent en résilience? Oui, complètement. Nos modes de fonctionnement reposent sur des infrastructures centralisées, surdimensionnées, loin des citoyens, contrôlées par des concentrations d'entreprises, des réseaux qui ne sont pas gérés non plus par les collectivités, sauf quand il s'agit de régies municipales de l'eau. Mais dans l'ensemble, nous vivons et nous avons survécu parce que les infrastructures ont continué à fonctionner pendant cette crise, ce qui pourrait ne plus être le cas dans d'autres cas de figure, comme des réchauffements ou des épisodes de chaleur extrême qui pourraient stopper le fonctionnement des centrales nucléaires, ou bien des interruptions d'approvisionnement d'énergie fossile
puisque par exemple l'Île-de-France n'est alimentée que par un seul pipeline, alors que plus de 90% des transports dépendent des énergies fossiles, encore aujourd'hui dans l'ensemble du paysage des sociétés industrielles d'ailleurs. Et il est déraisonnable de continuer à édifier nos établissements humains sur des réseaux très concentrés, très centralisés, sur une alimentation produite loin des centres d'habitation, alors que l'Île-de-France pourrait revenir compte 600 000 hectares de surface agricole utile qui sont exploités par une poignée de 2000 agriculteurs qui travaillent dans des engins mécanisés sur des surfaces immenses, alors que les Franciliens ne produisent que 5% de leur alimentation. Donc, on a échappé à une catastrophe qui aurait pu être pire, parce que ces infrastructures ont continué à fonctionner dans une certaine continuité et qu'il n'y a pas eu désaffection massive des personnels qui travaillent dans les centrales nucléaires ou dans les centres de traitement des eaux usées, ou dans des infrastructures cruciales qui permettent la continuité du fonctionnement de nos sociétés, comme les autoroutes, les livreurs par camion, etc. Mais ce système-là n'est pas viable, soit pour des raisons climatiques ou autres. Des années que nous proposons de redimensionner les établissements humains à travers des échelles plus petites, en résumé, de sortir de cette démesure qui consiste à mettre nos existences sous perfusion permanente de ressources qui viennent de loin, qui sont acheminées par des conteneurs ou par des avions, et qui sont prélevées de manière excessive dans des territoires qui sont des scènes de l'extractivisme le plus brutal. Et en fait, l'ensemble de ce système est un système de overshoot, comme dit bien la langue anglaise, de dépassement écologique, de dépassement de la capacité de charge de la planète. Et la réponse, me semble-t-il, en effet, c'est de tendre vers des établissements humains redimensionnés, repensés en fonction des limites naturelles et des spécificités géographiques de micro-régions qui pourraient s'appeler des biorégions, et puis de travailler à cultiver des territoires dans leur diversité, et de réparer la diversité des plantes, des agricultures, des centres de production, et aussi des énergies qui pourraient être produites plus localement par des coopératives gérées aussi par des habitants en partie. Donc, il faut travailler à la fois sur la piste de la diversité et sur la piste de la modularité, c'est-à-dire produire et penser des sous-systèmes qui peuvent se découpler du macro-système technique et qui n'en dépendraient pas autant qu'aujourd'hui. Alors, on dirait que ce type de réflexion fait son petit bout de chemin dans l'esprit de pas mal de gens confinés chez eux. Alors, dans mon expérience tout à fait personnelle, c'est vrai que je vois que les paysans avec lesquels je travaille ont eu une augmentation sensible de leur clientèle dans le contexte actuel. Donc voilà, sans doute que pas mal de gens chez eux partagent votre réflexion, comme quoi le modèle en place, eh bien, il est basé sur des fondements qui sont branlants et qu'ils nous perdre en résilience. Et puis après, il y a quand même la crainte de se dire, tiens, est-ce que ces réflexions engrangées ces dernières semaines, est-ce qu'elles ne vont pas demeurer au niveau des consciences, Frédéric? Ton micro, Frédéric? Oui, c'est évidemment une question que je me pose beaucoup, et je trouve que nous sommes un peu complices de la situation, parce que je trouve que nous-mêmes, nous sommes encore dans un modèle où on se dit, mais quand est-ce qu'enfin les puissants vont comprendre? Aurélien, tu disais, mais c'est débile, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Or, quand on regarde tous les grands basculements de société qu'on a eus, toutes les grandes avancées, que ce soit la décolonisation, que ce soit les mouvements
sur les droits civils aux États-Unis, c'est pas venu top-down. C'est venu quand un nombre suffisant de personnes ont arrêté de croire à une vieille histoire et ont bougé pour rejoindre une nouvelle histoire. Et je trouve que nous manquons aujourd'hui de propositions claires, de visions claires. Donc, il y a comme ça un vieux pieux de dire mais surtout ne retournons pas en arrière. Surtout ne continuons pas l'ancien système, mais qu'est-ce que nous osons demander? Et je trouve que nous souffrons tous d'un manque effectivement, tu disais, there's no alternative, de pensée alternative. Et je pense que ce serait urgent qu'on débatte de c'est quoi les 2-3 grands points d'inflexion sur lesquels on doit insister, qui vont à un moment donné percoler dans les consciences, qui vont dire, ben oui, c'est ça qui va nous faire prendre un autre chemin. Je vais prendre un exemple qui pour beaucoup de personnes va paraître impensable, mais qui me paraît d'une évidence, d'une logique incroyable, c'est à un moment donné, il va falloir arrêter la publicité. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle qui est un modèle de surconsommation constante, qui est entretenu par la publicité. Il y a énormément de surconsommation qui tomberait immédiatement. On prend un bête exemple, Coca-Cola a besoin de pomper des milliards de dollars chaque année pour faire de la publicité, pour maintenir ses ventes. Ça n'a aucun sens dans l'état actuel des choses. Il y a quelque chose que peu de gens savent. Dans les années 20, il y a eu aux États-Unis une vraie crainte de se dire mais on est en train de remplir les besoins de base de tout le monde. Comment est-ce qu'on va maintenir la croissance? Il y a eu un vrai groupe de réflexion autour du président Hoover pour dire mais comment est-ce qu'on va… Et la réflexion, ça a été il faut de la publicité pour créer des besoins que dès qu'on les a créés, on va en créer d'autres. Et on est dans ce modèle-là. Moi j'ai entendu l'autre jour une métaphore qui m'a frappé, qui est de dire je suis parent de jeunes enfants, je suis très content que mes enfants grandissent. Je suis très content de la croissance de mes enfants. Mais quand ils auront 18 ans, je serai très content que leur croissance s'arrête. Maintenant, imaginons que je leur donne des hormones de croissance chaque année, et puis que mes enfants vont faire 2 mètres, et puis 3 mètres, et puis 4 mètres, et puis 10 mètres. Ce seraient des enfants zombies. Or, on est dans une économie zombie qui est shootée avec ces hormones de croissance qu'est la publicité. Et donc, voilà, à un moment donné, on va devoir débattre du fait que la publicité ne fait plus sens. Alors, il y a d'autres points, toi, Gaëtan, peut-être ça te parlera. On a aujourd'hui des subsides extraordinaires qui vont vers non seulement les énergies fossiles, mais vers une agriculture qui est complètement destructrice. A priori, c'est un point que tout le monde peut comprendre, de dire basculons ces subsides vers les énergies renouvelables et basculons-les vers une agriculture qui est régénérative. Payons des agriculteurs pour régénérer les sols, pour capturer du CO2, pour enrichir les sols. Et du coup, on bascule d'un modèle qui est d'un modèle Big Ag, où en fait tous les profits vont vers les Monsanto et Bayer, et allons vers un modèle où les profits retournent vers les agriculteurs. Et donc, je pense que c'est à nous de mettre dans le champ de la conscience collective quelques-uns de ces grands marqueurs. Alors, c'est peut-être cela, ça en est peut-être d'autres, pour dire, mais si on veut une inflexion, voilà ce qu'elle doit être, et des choses qui soient tellement fortes, tellement évidentes qu'elles sont irrésistibles, et qu'à un moment donné, le politique et le monde économique va s'y plier parce que c'est juste une évidence que tout ce qui ne va pas dans ce sens-là est un vieux monde, est un monde de dinosaures. Et donc, je pense qu'on doit un peu être critique vis-à-vis de nous-mêmes, de notre propre capacité à mettre en avant quelques points d'inflexion, parce que sinon, on se met dans une position de faiblesse et de dépendance en disant « mais quand est-ce qu'enfin les hommes politiques vont comprendre ?» parce que vraiment, ils ne comprennent rien. Effectivement, et alors juste pour revenir sur le point de la publicité, c'est vrai que là, je ne sais pas comment ça se passe chez vous respectivement, mais à Bruxelles, il n'y a plus du tout de publicité dans les rues, tout est remplacé par des affiches Covid, et c'est vrai que c'est un côté reposant dans les rues. Aurélien, je ne sais pas si tu avais envie d'intervenir. Oui, je veux bien dire un petit mot parce que je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais au-delà de l'aspect conscience individuelle, éthique en quelque sorte, il faut quand même vraiment souligner qu'il y a un problème qui est fondamentalement systémique et politique. Et ça, je pense qu'il faut absolument le marteler. Et ce qui me semble absolument essentiel, c'est effectivement de se rendre compte de notre niveau, je dirais, de timidité. C'est-à-dire que les questions fondamentales ne sont généralement pas mises sur la table. En France, il y a quelques mois, on a beaucoup discuté d'une réforme des retraites. Et la grande victoire dont rêvait la gauche, finalement, c'était qu'elle soit mise aux oubliettes. Mais moi, je crois que c'est très insuffisant comme victoire. Il faudra effectivement une réforme des retraites. Mais vous savez, moi, je suis naïf.
Quand j'ai entendu parler de retraite universelle, j'ai trouvé ça très bien. J'ai cru que M. Macron voulait qu'une femme de ménage ait la même retraite qu'un chef d'entreprise. Et je me suis dit, ça, c'est universel. Et c'est effectivement une bonne idée. Mais hélas, ce n'était pas ça. Donc je crois qu'il ne faut pas se contenter de résister contre l'offensive qui détruit à la fois la vie et le commun. Il faut vraiment une contre-offensive de la même ampleur, si ce n'est un raz-de-marée en sens inverse. Un autre exemple. Là, moi, je suis fonctionnaire, professeur d'université. Je touche en ce moment mon salaire de façon normale. D'autres gens en bas de chez moi ne parviennent quasiment plus à manger après 2 ou 3 mois de confinement. Personne ne met sur la table un partage. C'est incroyable. Pourquoi c'est même pas discuté? J'ai rien fait de spécialement héroïque pour avoir mon salaire. J'ai de la chance. C'est uniquement ça. Certaines professions ont la chance de n'être pas impactées directement par la crise. D'autres ont la malchance d'être fortement impactées. Mais il n'y a aucun mérite. C'est uniquement du hasard, ça. Et personne n'envisage sérieusement que ceux qui ont un salaire le voient divisé par 2 pendant 3 mois pour que ceux qui n'en ont plus puissent en bénéficier. Bon, qu'on puisse pomper sur les grandes fortunes, ça serait encore mieux. Mais en tout cas, l'idée d'un partage qui est quand même le bon sens le plus rudimentaire, n'importe quel enfant de 10 ans dirait dans une situation comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Elle n'est même pas discutée. Elle pourrait être niée. Mais pour être niée, encore faudrait-il qu'elle soit sur la table. Je n'ai pas entendu un ministre l'envisager. C'est inenvisageable que de réinventer un peu de commun. C'est quand même extraordinaire. Et dernier exemple en ce sens, la 5e génération de téléphonie mobile. Alors, on donne de très mauvais arguments en ce moment. Bien sûr, elle ne joue aucun rôle dans la propagation de la pandémie. Ça, c'est du délire sans fondement. En revanche, elle va jouer un rôle drastique dans l'augmentation de la consommation énergétique, dans la pollution par la production des terminaux mobiles, dans la fracture numérique, dans les problèmes de cybersécurité, dans l'addiction. Enfin, c'est une calamité, cette 5G. Et pourtant, la question de son bien fondé n'est pas même posée. On pourrait se dire qu'à l'issue d'un débat, eh bien peut-être les pros 5G l'emporteraient. Mais le débat n'a même pas lieu. Donc on est en train de construire un monstre qui va contribuer à une augmentation drastique de consommation dans une période où tous nos efforts devraient être dirigés pour la diminution, et il n'y a pas de véritable débat contradictoire. Donc notre niveau de timidité est, je trouve, grotesque à ce stade. Et effectivement, la proposition de cesser la publicité est bonne, et il y a beaucoup d'autres propositions de cette ampleur qui devraient être effectivement débattues et qui ne le sont pas. Je vous invite maintenant justement du coup à penser les conséquences politiques de la pandémie. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, on nous annonce déjà un retour fulgurant à la croissance. Alors, je pense par exemple au ministre Olivier Le Maire qui effectivement dit voilà, c'est cette croissance ultérieure qui va nous permettre de payer les dépenses qui sont faites actuellement alors que l'économie est à l'arrêt. Alors donc les États s'apprêtent à lancer la machine. Il y a un mois, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt des propositions pour un retour sur Terre, des propositions très concrètes, rédigées notamment par Pablo Servigne et Dominique Bourg, qui ont eux aussi participé à l'Université de transmutation des années précédentes. Alors, on nous a dit précédemment que les renoncements nécessaires pour atténuer le dérèglement climatique n'étaient pas acceptables. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils puissent bien l'être. Quelles seraient vos propositions concrètes? Agnès, tu nous avais parlé à Transmutation donc des biorégions. Je me souviens aussi d'une discussion au sujet de quotas d'énergie par individu ou quotas d'émissions de gaz à effet de serre par individu. Alors du coup, ma question, c'est est-ce qu'une répartition égalitaire du coup de la frugalité, ce serait une proposition que tu ferais? Évidemment, elle serait plus acceptable, cette frugalité, si elle était d'abord juste et égalitaire, en effet. Alors que les taxes sur les carburants ont déclenché les manifestations la différence entre une taxe et une forme de rationnement égalitaire de l'énergie serait justement ce facteur de justice, à condition que cette égalité et cette justice du rationnement soient strictement garanties et respectées. Donc, de fait, pour réformer la démesure actuelle, si tant est qu'elle soit encore réformable, il faudrait effectivement oser poser la question du rationnement énergétique plutôt que de la taxation. D'ailleurs, à quoi une enquête menée par le Forum Vie Mobile,
qui est un laboratoire, un think tank sur la mobilité qui est relié à la SNCF. Bref, une enquête d'opinion a été conduite début avril et a montré que plus de 53% des personnes, des 1500 personnes interrogées sont plutôt favorables à un rationnement de la mobilité. Le confinement a montré effectivement qu'on pouvait nettement ralentir et qu'en même temps, le fait d'être privé de mobilité, c'était évidemment difficile, mais entre la privation de mobilité et le nécessaire ralentissement, voire l'arrêt quasi complet comme celui qu'on a connu, effectivement, il ressort de cette période de confinement qu'il est possible d'instaurer par décret, en l'occurrence de manière étatique et régalienne, une forme de ralentissement. Et cette idée du ralentissement, il faut la conserver, il faut l'organiser à la fois donc à travers des formes de sobriété dans les déplacements qui devraient être orchestrés par le rationnement, un rationnement encore une fois égalitaire qui finalement pénaliserait beaucoup plus les riches que les foyers modestes. Et aussi, évidemment, réformer tout le système de distribution alimentaire dès aujourd'hui, sans plus attendre les négociations interminables de la politique agricole commune qui finalement nous bloquent au nom de la pression de lobbies tels que la FNSEA. Donc, ne plus attendre les décisions européennes de réforme de l'agriculture et mobiliser les communes dans leur pouvoir de préemption de terres cultivables. Il y a des problèmes de connexion, je crois. Mobiliser, donner du pouvoir aux communes et à leurs habitants, à une forme de municipalisme pour revivifier les territoires ruraux et préempter des terres agricoles plutôt que de développer l'étalement urbain. En mettant l'accent sur la nécessité de valoriser des circuits courts et une grande diversité et un retour du vivant dans l'ensemble des territoires plutôt que poursuivre cette artificialisation folle dans laquelle l'accélération nous entraîne. Aurélien, je t'ai entendu dire que, voilà, que tu n'étais pas un politique, que ce n'est pas ton fort de faire des propositions concrètes, mais tu en fais plusieurs dans ton livre, notamment des mesures aussi qui seraient liberticides dans une certaine mesure. Tu dis que ces mesures sont en général corrélées avec des libertés nouvelles. Oui, mais en fait, la grande morale de cette affaire, c'est que les petits gestes ne suffisent plus et que les infléchissements ne suffisent plus. Voilà. Il faut une révolution. Alors, révolution, ça ne veut pas dire couper des têtes. Hein. Personne n'a envie de ressortir la guillotine. Ça, c'est tout à fait certain. Ça ne veut pas dire se venger. Ça ne veut pas dire humilier ceux qui étaient les humiliateurs. Non, ça, c'est des instincts bas que nous ne souhaitons pas voir ressurgir. En revanche, oui, il faut totalement réinventer notre manière d'être au monde. Et maintenant, effectivement, moi, je suis fatigué de la réorientation des taxations, etc. C'est plus du tout à ce niveau-là que ça se joue. On est dans un avion qui est en train de se crasher et on se demande si on va changer les règles du jeu. Non, il ne faut pas changer les règles du jeu. Maintenant, il faut aller dans le cockpit et reprendre la barre. Voilà. Donc, effectivement, je veux dire, ne serait-ce que de considérer qu'il est liberticide de se comporter de manière digne avec le reste du vivant, c'est déjà l'indication d'une faillite éthique fondamentale. Qui aujourd'hui oserait dénoncer le caractère liberticide de l'interdiction du meurtre? Pourtant, c'est liberticide. Le meurtrier n'a pas le droit de commettre son meurtre. Donc, on obère sa liberté. Et pourtant, personne ne s'en plaint. C'est un tel niveau d'évidence que de considérer encore qu'un comportement qui serait, je dirais, un comportement commensaliste avec les autres vivants relève d'une privation de liberté, ça montre que nous n'avons pas encore fait le premier pas de ce qui serait nécessaire pour habiter, je dirais, dignement et correctement ce monde. Donc, l'action politique, elle serait vraiment très, 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 très dure parce que si on est honnête, aujourd'hui, je pense qu'aucun de nous 4, là, ou 5, présidents de la République n'aurait la capacité de faire quelque chose de fondamentalement utile. Ça, je le crois absolument. On l'a bien vu, les quelques-uns qui sont parvenus à accéder aux commandes en ayant de bonnes intentions, et je crois que ça peut exister, ont lamentablement échoué et je n'aurais pas fait mieux à leur place.
Donc, l'action politique, c'est très bien, mais il faut vraiment qu'on travaille aussi le socle en réalité, parce que si on n'a pas totalement revu l'axiologie, c'est-à-dire le système de valeurs qui est inhérente au socle, tout le reste relèvera du polichinelle. Enfin, je me souviens que tu dis, voilà, ceux qui considèrent que c'est le capitalisme qui est en cause, ils se trompent, c'est bien plus profond. Oui, ça m'énerve un peu parce que moi, souvent, on m'a dit mais Aurélien, tu ne vas pas assez loin, tu n'oses pas désigner le vrai ennemi, il faut que tu sois plus radical encore. Le vrai ennemi, c'est le capitalisme. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis encore beaucoup plus radical que ça, moi. Le capitalisme pose des problèmes, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a aussi quelques vertus, d'ailleurs, il n'y a aucun doute non plus là-dessus. Mais le capitalisme, c'est un épiphénomène à l'échelle de l'histoire. Les empereurs romains n'étaient pas capitalistes. Et franchement, quand on voit ce que ça donnait en termes coloniaux, ce n'était pas terrible. Les présidents ou les premiers secrétaires du RSS n'étaient pas capitalistes. Quand on voit ce que ça donnait en termes d'écologie, ce n'était pas terrible non plus. Donc, il faut bien comprendre que le capitalisme, c'est un épiphénomène historique qui a du bon et beaucoup de mauvais, mais que ce n'est certainement pas le maître mâle et qu'il faut labourer, je crois, encore beaucoup plus profondément que ça. Oui. Frédéric? Oui, donc suite à ce qui vient d'être dit, je ne pense pas que les politiques sont en mesure de changer les choses et c'est à nous de forcer ce changement parce que nous changeons d'histoire. Hein, il y a Johnson qui disait à Martin Luther King, il disait mais forcez-moi à changer. Hein, Franklin Roosevelt disait la même chose. Au syndicat, il disait forcez-moi à changer, forcez-moi à faire la bonne chose parce que sinon je suis impuissant pour le faire. Et une des choses qui, je crois, est terrible, c'est que nous nous sommes enfermés dans une vision des choses où tout cela allait nous demander sacrifice. Tout cela allait nous rendre une vie moins heureuse. Or, je pense qu'une première des choses qu'on doit faire, c'est de lever le voile sur l'état de la société actuelle. On est aujourd'hui avec une épidémie de solitude, une épidémie de dépression. Si on voulait voir la vraie nature de notre société, il faudrait qu'on ait des problèmes d'approvisionnement pendant quelques mois d'antidépresseurs et on se rendrait compte du vrai état de notre société. Et donc, je crois qu'on doit arriver à basculer d'histoire où ce n'est pas qu'on a une société qui aujourd'hui nous rend, grâce à la consommation, qui nous rend tous heureux et que mince, on va devoir abandonner tout ça pour une société malheureusement de privation et de frugalité. Et donc, je pense qu'on doit raconter les histoires qui sont que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui ne nous remplit pas, qui nous laisse extraordinairement vides, qui nous laisse extraordinairement atomisés, qui nous laisse extraordinairement seuls, et que ce qui nous attend est un monde de liens, est un monde de relations, est un monde de sens. On a aujourd'hui devant nous une aventure extraordinaire, c'est une aventure comme il en a offerte à peu de générations, de voir est-ce qu'on va accepter cet appel à sauver le vivant, cet appel. Et voilà, on fait partie de ces générations-là et c'est grisant. Et on va pouvoir construire un monde qui est plus riche, qui est plus chaleureux. Et Aurélien, tu disais, comment est-ce qu'on n'a même pas pu parler de partage? Alors je sais, c'est une goutte, mais dans le petit éco-village dans lequel j'habite, on est 230. Mais voilà, justement, j'ai orchestré quelque chose comme ça. Mais ceux qui avaient la chance d'avoir un salaire qui tombait, qui continuait à tomber, donnent une partie de leur salaire à ceux qui ne l'ont pas. Alors à la petite échelle, on est déjà arrivé à l'organiser. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est un monde qui est plus beau. Et donc je pense qu'il y a une première reprogrammation que nous avons à faire rien qu'avec nous-mêmes, c'est de ne plus parler de cette transition comme étant quelque chose qui allait demander sacrifice. Alors oui, il y aura des choses qui seront nouvelles, il faudra s'y habituer. Mais au final, c'est un monde plus beau qui nous attend et qui serait désirable même s'il n'y avait pas de crise écologique, même s'il n'y avait pas de crise climatique. C'est un monde vers lequel je voudrais aller. Moi, je voudrais que pendant le temps avance, c'est vous proposer d'abord de vous remercier tous les quatre pour ces échanges formidables. Avant de laisser peut-être la conclusion à Gaëtan, vous faire une référence au bouquin de Yuval Harari, Sapiens, parce que je pense quelque part, on en a pas mal parlé, Frédéric, Aurélien, Agnès, sur la difficulté qu'on a de construire le futur et d'obtenir de l'adhésion. Eh bien, Yuval Harari nous dit que la civilisation a progressé par l'adhésion et l'adhésion se fait autour d'un nouveau récit. Et je pense que ce que vous avez fait aujourd'hui, eh bien, c'est de contribuer à créer ce nouveau récit. Et pour ça, vraiment, je vous en remercie vivement. Et je te propose peut-être, Gaëtan, de faire
la conclusion de nos échanges. Mais en tout cas, je vous remercie tous les quatre pour ces échanges. Merci Stanislas. Je crois que oui, effectivement, ce nouveau récit intéressant. Alors, on a entendu ces dernières semaines les défenseurs d'un monde mondialisé qui taxe ce genre de discours souvent d'être en réalité plutôt un repli sur soi. On en a entendu qui craignait soi-disant donc une union des nationalistes et des survivalistes. Alors, je gage que nous n'en arriverons pas là. Maintenant, effectivement, c'est un risque. Mais évidemment, en vous entendant, ce n'est pas ce monde-là que vous appelez de vos voeux. Ça, je crois que c'est clair et net. Alors, je ne sais pas, Stanislas, si on a encore le temps de demander à chacun peut-être qu'on n'a pas le temps de vous demander de conclure par votre espoir ou votre souhait. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation. Voilà. Merci beaucoup.